m'appelle Vincent Delachaux, je suis développeur 4D chez 4D au service développement. Je fais partie des 30% de recherche et développement dépensés par 4D tous les ans. Je suis responsable du développement de l'interface de 4D qui est de plus en plus faite en 4D. Voilà. Pour la petite histoire, je ne suis pas du tout développeur au départ. Il y a un certain nombre de gens qui me connaissent. J'ai exercé 20 ans la médecine, mais j'utilise 4D depuis 30 ans. Voilà. Un petit background pour moi dans ce domaine-là. Donc, le sujet du jour, c'est de vous présenter les deux nouveaux éditeurs qui apparaissent avec la version 64 bits de 4D. Alors pour l'histoire, Laurent Hainaut vous l'a dit ce matin en keynote, la décarbonisation c'est fini. Et c'est fini parce qu'il a fallu remplacer un certain nombre de plugins internes qui étaient en carbone. Donc il restait 4 dialogues dans 4D qui étaient encore en carbone. L'éditeur d'état rapide, enfin la zone de plugin de l'éditeur d'état rapide, l'éditeur d'étiquettes, et puis les dialogues d'import et d'export de données. Voilà. Donc, je vais commencer par vous faire une petite démo de notre nouvel éditeur d'état rapide. Vous avez déjà vu des copies d'écran ce matin. Alors, pour le plaisir, je vais vous montrer. Donc, le premier 4D que j'ai ouvert, c'est un 4D 64 bits. Le deuxième que j'ouvre actuellement, c'est un 32 bits. Je vous montre, pour vous rappeler, si jamais vous ne vous souvenez plus comment c'était, l'éditeur d'état rapide voilà. Donc c'était, si je me souviens bien, cet éditeur est apparu avec la version 2004. Hein, voilà. Et donc, si cette partie-là, la partie du bas, est faite en code 4D, toute la partie ici, la partie de visualisation du template de votre rapport, est une zone de plugin qui était écrite en code C, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc on cache ça tout de suite et on revient, c'est exactement la même base, avec notre nouveau éditeur de rapport. Il s'agrandit, hein, voilà, c'est possible. On peut ajouter des champs automatiquement assez facilement. On peut aussi utiliser un assistant rapide pour rajouter, si l'on veut, les champs que l'on désire. Il y a une petite nouveauté, hein, c'est que, donc là, j'ai pas trop de champs dans ma table. Ils sont classiquement, comme dans les éditeurs de 4D, ils sont dans l'ordre de création. Ce qui, parfois, il y a quelqu'un qui me téléphone, mais il va falloir qu'il attende. Mais on vous donne la possibilité maintenant de trier vos champs par nom. Applause. Et puis, pour aller plus vite, on peut ajouter tous les champs qui ne sont pas dans le rapport, ce qui permet dans une table où on rajoute des champs, on clique simplement sur ce bouton-là, il rajoute juste les champs qui manquaient. À part ça, vous avez une interface sous forme de bandeau en haut qui vous permet de sélectionner la destination de votre rapport.
si j'avais installé voilà, donc j'ai pas tout installé, donc ça c'est évolutif en fonction du temps. De gérer les options en fonction du type. Alors donc là ici je suis sur un type si je me mettais en fichier, j'aurais des options évidemment différentes avec un certain nombre de choses. On n'a pas oublié que cet éditeur est en général destiné à vos utilisateurs. Donc on aime bien dans ces cas-là penser ça comme ça et donner le plus de... Voilà, qui se souviennent que la virgule ou le point-virgule, c'est le caractère 59, c'est pas très intéressant. On donne cette possibilité-là. Et puis, de la même façon, si vous faites un export en HTML, vous pouvez très bien changer le modèle HTML et surtout voir le modèle courant qui est utilisé et éventuellement charger un autre pour le remplacer. Bon, on va aller assez vite. Toujours, on essaye de développer des choses qui soient relativement intuitives par rapport à l'utilisateur qui va l'utiliser. Il y a un utilisateur qui va choisir de recliquer sur Option pour refermer. Il y en a un autre qui va aller chercher la petite croix ici pour le refermer. Et puis il y en a un troisième qui va trouver tout bêtement l'idée de cliquer à l'extérieur pour que ça se referme. Voilà. Donc toujours plein de façons de faire les choses. Ensuite, des actions contextuelles, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va fort naturellement utiliser tout le tableau quand on est ici. Ici, on est sur une colonne, on va plutôt la faire changer uniquement ce qui est dans la colonne. Donc, vous voyez que ce dialogue ici, il est contextuel. Vous pourrez régler l'ordre de tri, ça met à jour en arrière-plan le tableau. Mais vous pouvez aussi travailler sur une ligne et dire que toute cette ligne-là, ça va plus être, ça va être de l'Helvetica gras, et puis dire que tout votre tableau va être centré. Alors je vous montrerai, parce qu'après ça, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, hein, c'est pour ça qu'on est là. Je vous montre l'outil. Parce qu'il y a des tas de petites choses, et puis ici, je ne sais pas, on va rajouter le nombre, et puis ici, on va rajouter, c'est ridicule, la moyenne sur les ID. Voilà. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on est content, et on voudrait, effectivement, on voudrait pouvoir faire un aperçu. Oui, mais je ne peux pas avoir d'aperçu parce que là, je suis au format HTML. Oui. Donc, je vais ouvrir un nouveau... c'est une nouveauté aussi. Avant de fermer un rapport, on demande à l'utilisateur final s'il veut l'enregistrer. C'est vrai que c'était dommage. Avant, il fermait. Il n'était pas enregistré. Là, on propose. Donc là, éventuellement, on ne l'enregistre pas parce que ça ne nous intéresse pas. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ici, quelques rapports qui sont déjà tout prêts. Voilà. Donc, j'ai un certain nombre de choses ici. Alors, deux choses. La mise en forme, ça passe par une petite palette. Les actions sur une colonne, ça passe par un clic droit. Voilà. Donc, ici, on veut cacher la colonne. Admettons qu'ici, on veuille supprimer la ligne de rupture. Effectivement, pour votre utilisateur final, il peut faire ça si on ne lui demande pas, s'il ne sait pas ce que ça veut dire, ce que ça va impliquer. On lui propose plutôt de la supprimer, parce que ça va aussi supprimer le tri dans son rapport, plutôt de la cacher. Voilà. Donc à ce moment-là, elle ne sera pas affichée. Et puis, on a aussi, pour que les utilisateurs restent dans leur OS et dans leurs habitudes, décider d'utiliser l'aperçu système.
Donc, quand on demande un aperçu sur Macintosh, ça s'ouvre dans l'application aperçu, et sur Windows, ce sera un fichier XPS qui sera visible directement dans le visualiseur XPS pas de 4D, de l'OS, de Windows. En tête, c'est la même chose. Vouloir rajouter une date d'impression, plutôt que de se souvenir que... On a gardé le DSD, ça fait partie du moteur, mais si on veut rajouter la date, plutôt que de se souvenir, je me souvenais jamais comment on faisait, donc voilà. Et puis on peut glisser des images, changer la police, travailler sur le pied de page, voilà. C'est à peu près tout ce que je vais vous montrer sur le nouveau éditeur de rapport. Je ne vous remontre pas l'ancien et on revient ici. Vous l'avez déjà vu. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer comment on est arrivé à ce développement. Donc je vous ai expliqué que la zone de plugin, celle que vous pouvez mettre dans un formulaire et qui est utilisée dans l'éditeur de Quick Report, était une zone de plugin interne et il fallait la remplacer. Donc on a décidé de créer un widget et ensuite s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on fait cette zone de prévisualisation, de visualisation du template du rapport. Et on a fini par opter pour la listbox. Alors il y avait le SVG, il y avait plein de choses, il y a des solutions, il y en a. Voilà. On s'est dit, on a un objet dans 4D qui s'appelle la listbox, ça a l'air d'être une liste, donc on va essayer d'utiliser une listbox. Mais il a fallu effectivement résoudre un certain nombre de problèmes techniques, de manque de la listbox. Donc, la première chose, il fallait pouvoir ajouter des colonnes dynamiques. Parce qu'on ne sait pas d'avance. Voilà. Donc, dans un premier temps, j'avais des colonnes que je recopiais et tout ça, mais bon, ce n'était pas viable à long terme. Donc, les commandes listbox insert colonne et insert colonne formula et listbox duplicate colonne ont été modifiées de façon à pouvoir utiliser des colonnes dynamiques, sans nom de variable. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais on va y arriver. Voilà. Autre problème, vous avez vu que quand on survole la listbox, je sais à peu près toujours où est-ce que je suis pour afficher ce qu'il faut au bon endroit et tout ça, donc il fallait absolument avoir les coordonnées des objets, de tous les objets de la listbox. Et pour ça, on coordonnées des en-têtes, des pieds, des colonnes, des cellules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous l'avez vu quand je sélectionne une ligne, une cellule, une colonne. Ce n'est pas tellement le fonctionnement normal des listbox où théoriquement on peut sélectionner que des lignes. Donc là, cette listbox, elle n'est pas sélectionnable et c'est moi qui gère la sélection. Voilà. Donc, il a fallu mettre à jour une commande qui s'appelle object getCoordinates, qui maintenant donne les coordonnées des en-têtes, des pieds, des colonnes. Et puis, il a fallu aussi créer une nouvelle commande qui permet de retrouver les coordonnées d'une cellule à l'écran. C'est de façon à pouvoir positionner ces objets tout à fait correctement en fonction des actions de l'utilisateur. Troisième problème à résoudre, c'était de gérer le double-clic sur les en-têtes de l'Xbox. Voilà. Donc, plutôt que de rajouter un événement, on a choisi de créer une nouvelle commande qui s'appelle click count en anglais. Ça doit être nombre de clics en français. Et qui permet de savoir combien de fois l'utilisateur a cliqué. Donc vous pouvez même, c'est plus loin que simplement un surdouble-clic sur l'en-tête, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des interfaces à double, triple clic appuyé, ça va plus loin que ça. C'est pas, donc, et puis, il a fallu aussi pouvoir déplacer
mes fameux petits rectangles là, que j'utilise pour montrer la sélection, quand on scrolle avec la molette, il fallait que je puisse les déplacer. Parce que sinon, ils restaient sur place et la listbox, elle tournait en dessous. Donc là, on a rajouté un événement qui est l'événement sur on-scroll en anglais, sur défilement, oui, voilà, en français, qui permet de... Alors, sachant ça, quand on a cet événement, on peut mettre à jour sa zone derrière. Et puis, il a encore fallu, pour la zone de Quick Report, 2 commandes qui n'existaient pas. C'était de pouvoir réaffecter une nouvelle zone à une variable, et puis, à un objet Quick Report, et puis aussi de pouvoir, parce que sinon c'était un peu compliqué, ça faisait beaucoup de code, de pouvoir bouger une colonne, la changer de place dans le rapport. Alors toutes ces nouveautés, ces ajouts, ces modifications, c'est le résultat de développement itératif. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées en 14R. On ne voit pas très bien, mais c'est 14R3, 14R5. Voilà, des commandes qui ont été ajoutées en 15. Et puis, je m'aperçois qu'il y en a une qui est oubliée dans cette diapo. C'est une nouvelle commande qui permet de convertir les coordonnées d'un référentiel à un autre. Dans 4D, vous avez 3 référentiels. Vous avez les coordonnées de l'objet, éventuellement dans un formulaire, les coordonnées de la fenêtre et les coordonnées de l'écran. Voilà. Or, quand on se retrouve dans un sous-formulaire, on est bien embêté parce qu'on ne sait pas quelle est la position de l'objet par rapport au formulaire maître ou à la fenêtre. Voilà. Donc cette nouvelle commande permet de toujours... on a des coordonnées locales et on peut les transformer pour pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. Autre chose, il a fallu assurer la compatibilité ascendante pour vos développements. Si vous avez mis une zone de Quick Report dans vos bases, ça tourne très bien en 4D 32 bits. Par contre, en 64 bits, ça c'est juste pour vous montrer ce qui se passe. Il essaye de créer une zone de plugin Quick Report et évidemment il ne peut pas en 64 bits. Donc à ce moment-là, le code C regarde, le code de 4D regarde si le composant 4D Report est bien présent et contient un widget qui s'appelle %report. Et si tout va bien, il remplace à la volée le plugin par le composant. Et vous n'avez rien à faire. Voilà. Et donc que vous ouvriez par exemple votre base avec un 32 bits, vous avez l'ancien Quick Report. Avec une base 64 bits, vous avez le nouveau Quick Report. Ça, c'est toute la démarche de ce qu'on a essayé de faire. Donc, on est bien conscient que ce sont des éditeurs qui sont destinés à vos utilisateurs, nous, ce qu'on appelle l'utilisateur final. Nos utilisateurs, ce sont les développeurs, et l'utilisateur final, ce sont vos clients. On a voulu que ce soit moderne, multiplateforme, le plus intuitif possible, évolutif. Donc, on peut rajouter du fait que ce soit fait en code 4D. Ça permet de le faire évoluer facilement. Et mise à jour aisée, c'est un composant, donc il suffit de mettre à jour ce composant. Et ça, c'est un petit peu notre démarche en interne. Tout a commencé par demander des projets à un designer qui nous a fait des écrans à partir des fonctionnalités qu'il a étudiées. On lui a expliqué ce que faisait le dialogue et il nous a proposé des projets, on a validé. Et ensuite, on s'est dit, il va falloir le faire. Voilà. Donc, on a fait des maquettes, on a étudié différents scénarios, et ce qui est effectivement notre démarche de développement actuellement chez 4D, c'est de faire des développements par petits bouts, itératifs, et au fur et à mesure des tests fonctionnels itératifs. Et donc, ça nous a permis, moi j'ai eu
3-4 projets, et finalement, c'est celui-là, bah oui, mais ça c'est bien, mais il faudrait aussi qu'il y ait ça, voilà. Donc c'est comme ça que ça avance. Pour arriver à ce que vous ayez un outil qu'on espère bien adapté à vos besoins. Alors, tout n'est pas fini. Pour le moment, pas bien que je vous en montrerai, on ne gère pas encore les tableaux croisés. Et puis les 3 petits dialogues supplémentaires qui étaient dans l'ancien Quick Report, qui est la gestion des bordures, des ruptures, et puis les templates, enfin les tableaux préformatés. Voilà. Mais ça arrive, 15 RX, voilà, c'est pour bientôt. Hein. Les RX, c'est tous les 3 mois. Pour la petite histoire, je travaille moi tous les jours avec la version qui a été compilée la nuit. C'est quand même un gage de stabilité de notre version en cours de développement. Hein. Donc, bon, il y a plein de gens ici qui ont adopté l'utilisation des versions R tous les 3 mois. Moi, j'ai une version R tous les jours. Voilà. Je travaille en 15 R5. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une 15 R5 de samedi que vous avez vu. J'ai pas remis depuis samedi sur mon appareil, mais voilà. Éditeur d'étiquettes. Même chose, donc une petite démo. Alors, je vous prends, hein, pour vous... Non, alors ça, celui-là, on le cache. Là, on est en 32 bits, on veut l'éditeur d'étiquettes. Voici ce que nous avions. C'est encore plus vieux que la 2004, ça, hein. Soyons clairs. Et puis, c'est très sympa parce que, vous voyez, vous pouvez rajouter du texte assez facilement dans l'étiquette. Il faut commencer par le taper, ensuite le prendre, le mettre là, et puis ensuite vous allez sélectionner, ah bah oui, je vais le mettre en Arial, et puis je vais le mettre en 24 points. Voilà, je vais l'agrandir un peu pour que ce soit visible. Bon, et puis maintenant, ah bah oui, mais je me suis trompé, je voulais marquer Hello World. Alors je vais faire Hello World. Hein? Ah bah oui, mais non, ça ne change pas mon texte là-haut. Ceci dit, bon, c'est vrai que c'est petit, même pour les présentations, je vais l'agrandir. Ah, non, je peux pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, allez, je vous propose tout à fait autre chose. Je n'enregistre pas parce que j'ai pas envie d'enregistrer. C'est le même menu, c'est la même base. Et nous avons, mais c'est aussi petit, hein. C'est aussi petit. C'est pas top. Ah ouais, peut-être qu'on peut. Ah oui, on peut faire quelque chose. C'est quand même plus sympa. On va rajouter. Bon, je vais vous faire je vais vous faire une petite étiquette, rien que pour vous. Donc on va mettre le titre, on va mettre le prénom, on va mettre le nom, on va mettre peut-être l'adresse. J'appuie sur la touche majuscule, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis. Je me suis trompé, c'est pas ça qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas très compliqué, hein, voilà. Donc j'ai dit que je voulais mettre l'adresse. Oui, on va mettre l'adresse. Et puis en dessous, on va mettre le code postal. Et puis on va rajouter la ville, hein, tant qu'on y est. Comme ça fait quelque chose d'à peu près correct. Voilà. Je vais peut-être rajouter une petite ligne ici pour faire joli. On va mettre comme ça. On va dire que on sélectionne, on va tout sélectionner. Puis vous savez, dans l'éditeur de formulaire de 4D, si vous voulez changer la couleur des lignes, mais que vous avez sélectionné du texte, vous ne pouvez pas. C'est dommage. Si tout ne peut pas avoir la même propriété, c'est pas possible. Et bien, dans l'éditeur d'étiquettes, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé de changer, vous pouvez avoir les informations. Donc, voilà. Et si vous voulez avoir une ligne de 3 points, et ben ça marche quand même s'il y a du texte de sélectionner. Et ça va
un petit peu plus loin, c'est qu'ici, vous sélectionnez une ligne, vous avez les items de couleur, de niveau, voilà. Mais si vous sélectionnez tout, vous avez toujours line color, mais vous avez aussi les fontes. Vous pouvez changer la police, hein, et ça ne le change pas pour la ligne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. Et puis, bah, tiens, je voulais mettre une petite image. C'est quand même ça, ça peut être assez sympa de mettre une petite image en plus dans mon étiquette. Voilà. Alors, on va la mettre comme ça. Et puis, ici, on va rajouter un texte. J'espère que ça va être un peu plus facile. Voilà. Déjà. Hein, hein, ah ouais, c'est trop tôt. Bon, il n'y en aura pas en 2016 en plus. C'est trop tôt. Hein, c'est le futur. Alors là aussi, hein, il y a pour vos utilisateurs, bah, il y a l'utilisateur qui va aller chercher ici la fonte. Alors, ça, c'est en premier, vous avez les fontes récemment utilisées ou celles qui sont dans ses favoris. C'est bien parce que ça permet plus facilement d'avoir des documents homogènes, hein, plutôt que d'aller chercher. Donc on va mettre ça en Futura, et puis on va changer la couleur et la mettre en rouge. Je prends le rouge parce que c'est souvent ce qui se voit le plus, c'est pas forcément ce qui est le plus joli. Mais il y a des utilisateurs qui préféreront faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Côté définition d'étiquette, ah oui, vous pouvez utiliser, ça vous le saviez déjà, vous pouvez utiliser des formulaires pour faire des étiquettes. Un formulaire que vous avez dans votre base 4D. Donc là, vous la sélectionnez, hein, ça c'est, mais bon, bah, c'était non, c'est pas ça que je voulais faire. Je retrouve mon étiquette, c'est sympa. Ici, au niveau de la définition de la planche d'étiquette, bah, c'est relativement classique, avec quelques petits ajouts. Bon, si c'est trop petit, bah, ça défile. Tout ça, c'est en 4D, hein, donc ce qui est fait là, vous pouvez le faire dans vos interfaces. Je vais vous montrer un petit peu comment après. On va rajouter des lignes, on va rajouter des colonnes, on va dire que ça commence à cette étiquette-là, comme ça, ça me permet de ne pas... les autres ont déjà été utilisés et imprimés. Voilà. Et puis, bah, tiens, on va demander une preview peut-être. Voilà. Donc nos étiquettes sont là, sont en preview. Donc je vais mettre un peu de gap horizontal, vertical. Voilà. Et pour avoir une preview, voilà. Oh, pas génial. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas l'imprimante, effectivement. Je l'imprime, ouais. Bon. Et puis, bah oui, ça a changé, mais on va prendre le formulaire. Et là, effectivement, on a toujours nos petites étiquettes qui arrivent ici et qui nous permettent. Ensuite, tout ça, c'est ce qu'il y avait avant dans l'éditeur d'étiquettes. Il manque une chose encore à faire, hein, c'est de gérer les formats d'étiquettes standards à partir de descriptions. Donc on essaye de trouver une description correcte d'étiquettes qui permettent d'avoir toutes les marques et tout ça. Que vous ne soyez pas obligé de recréer des descriptions d'étiquettes, mais que vos clients puissent en télécharger quelque part. Voilà. Bon. Je reviens sur la présentation. Oui. En fait, depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, dans l'édition d'étiquette, on a beau l'ancien éditeur, on pouvait placer, on demandait la mise en page, mais quand on changeait d'imprimante, la marge morte n'était pas tellement reconnue. Ça veut dire que nos étiquettes pouvaient être décalées quand on a changé d'imprimante. Ce nouvel éditeur-là, est-ce que c'est... Alors, effectivement, vous avez... alors, attendez, il faut que je quitte là. Vous avez une option, effectivement, dans l'éditeur d'étiquette ici, qui vous permet d'utiliser les marges de l'imprimante. Voilà. Et voilà, c'est... bon. L'autre question, c'est quand vous
vous l'avez très bien fait tout à l'heure, la concaténation verticale ou horizontale, entre autres avec un code postal où on rentre dans notre base de données, Oui. on ne rentre pas des espaces Ouais. JOS 4 5. À l'impression, dans l'ordre d'une concaténation, l'espace n'était pas revenu. Est-ce qu'on peut appliquer un format? Alors, on pourra. Là, l'espace, il est remis automatiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, quand je crée pour l'impression, je regarde s'il y a l'espace ou s'il n'y a pas l'espace à la fin du code postal. Et s'il n'y a pas, je le rajoute avant de mettre la ville. Non, automatique. Ah, à l'intérieur du code. Ah bah, utiliser des formats. Oui, utiliser des formats. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Oui, c'est pas. Voilà. Vous pouvez utiliser du code dans l'étiquette. Voilà. Ah, il y a quand même quelque chose que je ne vous ai pas montré encore, c'est que oui, ces étiquettes, avant c'était un format binaire, vous ne saviez pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant c'est du XML, donc vous pouvez aussi aller... Voilà. Et surtout, il y a une nouveauté, c'est que vous pouvez fournir des étiquettes préformatées pour vos clients. Si je trouve dans le dossier ressources de la base un dossier labels et que j'ai des étiquettes dedans, je vous les propose en ouverture automatique ici. Donc ça permet effectivement de rouvrir des étiquettes. Je ne sais pas, j'ai quelques tests. Alors, il y a éventuellement... Voilà, je ne sais pas si... voilà, là, c'était surtout pour tester les formats. Donc... oui. Oui. Ce que j'aimerais, c'est que les questions se fassent à la fin, parce qu'on vous passera le micro. C'est surtout important pour les gens qui regarderont les vidéos après. Si vous êtes d'accord. Donc, c'est la même diapo que pour... voilà, vous l'avez déjà vu. C'est notre... voilà. Et puis, de la même façon, notre souci a été d'assurer la compatibilité ascendante, étant donné qu'on a changé le format des étiquettes. Donc, l'ancienne extension, c'était .4 LB pour les anciennes étiquettes. Et la nouvelle extension, c'est .4 LBP pour les nouvelles étiquettes qui sont en fait en format XML. Et là encore, si vos clients ont enregistré des étiquettes avec l'ancien éditeur d'étiquettes, eh bien, ces fichiers seront convertis et affichés dans le nouveau format. Et quand elles seront sauvées avec le nouveau format. Ce qui fait que ça n'écrase pas l'ancien. Ce qui fait que ça reste compatible, une fois de plus, avec les 32 bits et les 64 bits. Comment ça marche? Je ne sais plus très bien où j'en suis. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas encore là. On en est à comment ça marche. Je vais vous montrer que je vais prendre un éditeur 64 bits, voilà. Je vais fermer cette base et je vais essayer de vous ouvrir, si tout va bien. Summit 2016, une base qui s'appelle un quête des reports. Celui-là, on va le quitter, hein. On n'en a plus besoin, c'était juste pour voir les vieilleries. Donc la première chose, je vous ai dit, il a fallu créer une zone qui remplace vos... Est-ce que vous voyez? Je vais mettre ma petite... voilà. Sinon, je peux peut-être faire ça. Voilà. La zone de plugin, c'est ici, cette listbox. Voilà. Une listbox tout à fait standard et qui
qui va venir en tant que widget remplacer votre zone de plugin ou ce que vous allez placer dans vos formulaires. Alors, vous avez vu qu'il y a des petites, il y a des petites fenêtres qui, si je prends ici le Quick Report, je rajoute quelques petites choses. Ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre pour afficher les propriétés de la cellule, mais ça peut être de la colonne. C'est une fenêtre différente. Ça peut être si j'ai fait un tri sur une ligne, effectivement, là, je vais avoir des options de sommation, de calcul automatique. Voilà. Donc ça, c'est derrière, je vais vous le montrer. Et comment ça se passe? Ça se passe tout simplement avec un sous-formulaire ici, qui va être utilisé et dont on va changer le contenu en fonction du contexte. Donc, pour changer, voilà, si par exemple, ici j'ai un sous-formulaire qui sert pour les lignes, un sous-formulaire qui sert juste pour les attributs de police. J'en ai un qui va être utilisé uniquement pour les colonnes, dans lequel vous avez le tri, et éventuellement le format, et puis aussi la notion de valeur répétée et de largeur automatique. Et tout ça, en fait, hérite d'un seul sous-formulaire dans lequel il y a les valeurs communes, qui est donc c'est trois sous-formulaires qui héritent d'un même formulaire et sur lequel on rajoute plus ou moins de... ici, si je choisis dans le display de ne pas afficher le formulaire hérité, vous voyez que pour les colonnes, j'ai juste trois propriétés supplémentaires qui ont été ajoutées. Les sous-formulaires, il ne faut pas en avoir peur. Ça s'empile, ça se dépile. Là, vous avez déjà quelques empilements. Parce que si vous prenez ici, j'ai perdu ma souris, mais ce n'est pas très grave, on va s'arranger, voilà. Si vous prenez ici le formulaire commun avec ces petits objets qui servent à... Eh bien, figurez-vous que c'est un sous-formulaire. Voilà. C'est aussi un sous-formulaire qui est traité. Alors, celui-là, je vous le montrerai. Et c'est dans une base que vous pourrez récupérer sur le FTP. C'est tous ces petits widgets que j'ai fait pour les besoins de ce développement, mais que j'améliore au fur et à mesure et que vous pourrez améliorer au fur et à mesure en fonction de vos besoins. Parce que tout ça, c'est dessiné, c'est du SVG. D'accord ? Dans ce sous-formulaire ici, il n'y a qu'une seule zone image alors, pour le fun, je vous affiche ce qui est affiché dans le sous-formulaire. Voilà, ça c'est une petite image qui vient dessus pour que vous le voyez correctement quand c'est... Mais par contre, quand vous développez, vous ne le montrez pas. Et ici, c'est une seule zone qui va s'initialiser avec un objet. Alors, on n'a pas peur des objets aussi dans 4D maintenant. On va dire quel est son type, quelle est la source des images, parce que je vais vous montrer qu'on peut avoir la source des pictogrammes qui sont à l'intérieur, la largeur, la hauteur, éventuellement l'offset. C'est ça l'intérêt des objets, entre autres, c'est que on crée un nouveau widget sur la même base et on a besoin d'une propriété supplémentaire. Au fur et à mesure que j'ai développé, je me suis dit, tiens, j'ai besoin d'un offset, j'ai besoin de dire, tiens, ce sont des images. J'ai commencé uniquement avec des images. Puis après ça, quand j'ai voulu faire, donc les widgets, ils sont ici. Quand j'ai voulu faire celui qui est là,
je ne voulais pas avoir des images parce que dans la listbox, on ne peut pas afficher des images à côté du texte. D'accord ? Donc en fait, celui-là, il est défini, ce sont des caractères Unicode. Hein ? Il ne faut pas hésiter à utiliser les caractères Unicode, ça permet d'avoir des choses sur les deux plateformes. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme ça. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Donc voilà, ça vous les aurez dans une base, vous verrez ce que c'est. Donc, mais il ne faut pas avoir peur d'empiler. Donc ici, on a des sous-formulaires qui sont dans un sous-formulaire qui vont être ici affichés en tant que sous-formulaire. D'accord ? Donc, et c'est rien, parce que quand on va être dans le Quick Report, ça va être encore un sous-formulaire. D'accord ? Donc c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Alors, vous avez vu que dans la zone de Quick Report, on affiche du texte avec des images, de la couleur, on affiche des textes qui peuvent être différents en style, suivant les cellules, suivant les colonnes, les lignes et autres. Et tout ça, il n'y avait qu'une seule façon de le faire, c'est que en fait, tout est recalculé en texte stylé. Hein, le texte stylé standard de 4D qui permet d'ajuster. Il ne faut pas avoir peur non plus d'utiliser le texte stylé pour faire ce que vous avez envie de faire pour vos utilisateurs. Ensuite, vous avez ici un petit bouton, c'est le petit bouton qui bouge quand on survole. Voilà. Et puis ici, c'est les rectangles qui sont utilisés pour visualiser la sélection. Voilà, les highlights. Quand il y a des trucs sur des fonds jaunes, comme ça, chez moi, dans mes formulaires, c'est des objets qui sont cachés hors écran, mais qui sont quand même utilisés. C'est ceux qui vont être bougés. Et puis, ici, je vais vous montrer le formulaire du dialogue en lui-même de Quick Report. Donc là, il est un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Donc il y a une zone, c'est la zone de toolbar qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette zone, elle est dessinée, enfin ce sont des objets, alors je vais aller sur la page Giro pour que ça marche bien. Ça c'est un bouton 3D, ça aussi, ça aussi. Ça c'est un sous-formulaire, parce qu'effectivement, en fonction de la langue, tout va toujours être présenté à la bonne largeur. Donc, la toolbar, elle est définie, on enregistre tel et tel bouton l'un après l'autre, et on va calculer la bonne largeur en fonction de la localisation. Classiquement, en anglais, c'est plus petit, en allemand, c'est plus grand. Voilà. En japonais, c'est entre les deux. Et quand on a deux objets là comme ça, l'un au-dessus de l'autre, ça devient très compliqué à calculer. Donc le plus simple, c'est de mettre ça dans un sous-formulaire. Si vous savez que les sous-formulaires, le code de onload des sous-formulaires est exécuté avant le formulaire maître, et bien quand il va être ce sous-formulaire, quand il va être chargé, il va calculer la bonne largeur pour s'afficher lui-même et il va aller renvoyer la largeur au formulaire hôte qui va avoir la bonne largeur au moment où il va positionner les objets. De la même façon ici, ça c'est un petit sous-formulaire. On peut aller le voir où il n'y a pas grand-chose dedans. Mais c'est pareil, ça permet de gérer des objets plus complexes pour les alignements. Voilà. Ça, c'est ce qu'il va y avoir encore, vous voyez, modèle et encadrement, c'est ce qui va venir. Donc ils sont déjà dans le formulaire, mais effectivement, au niveau de la définition, voilà, vous ne les voyez pas quand vous utilisez l'éditeur, ils ne sont plus là, parce que simplement, ils ont été, dans leur définition, ils sont affichés que dans ma version de développement. Voilà. Pour pas que vous la voyez, c'est tout. Donc ici, la zone de toolbar, et puis on rajoute par-dessus une zone
Ici, on va aller le chercher. Où est-ce qu'il est? Donc il faut que je suis où? Je suis en page 0, ouais. Main, area, et là je vais aller chercher. Vous avez un objet qui s'appelle ici MyQR, qui est bien un objet sous-formulaire et qui référence la zone %report, donc notre nouveau sous-formulaire. Donc voilà, on a un niveau de plus de sous-formulaire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des sous-formulaires, c'est très très puissant. Puis vous voyez ici, en cours de développement aussi, il y a liste tableau croisé, donc ça va venir, ça arrive, tout arrive, c'est en cours. Et puis ici, les petits boutons qui se déplacent, ça c'est le petit bouton qui se déplace en fonction pour pouvoir ajouter des champs. Vous avez vu que 4D est tolérant quand même sur le... Vous pouvez charger l'interface, faire déplacer les objets, cacher, bouger, voilà. N'hésitez pas, vous n'allez pas plomber les performances de votre interface si vous faites bouger les objets, si vous faites des choses compliquées. Ah, 10 minutes. C'est pas beaucoup. Bon, je vous montre rapidement ensuite. Donc, vous aviez cette zone de toolbar. On va recacher la zone ici. Et par contre, je vais afficher voilà, un nouveau sous-formulaire qui est destination. Vous avez vu qu'il y a plus de boutons que ce que vous avez vu. Ça, c'est on cache destination. Ça, c'est les leaders. Pareil, c'est un sous-formulaire. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser. C'est vraiment... tout le monde et les options. Et les options, ça c'est un formulaire, un sous-formulaire, avec autant de pages qu'il y a de types de fichiers que vous pouvez, d'état de sortie. Voilà. D'accord. Donc, en fonction de l'état de sortie, on affiche le sous-formulaire et on affiche la bonne page. Et donc, les options sont contextuelles. Voilà. Il me reste plus beaucoup de temps. Je voudrais vous montrer quand même aussi. On avait envie que de ne pas ouvrir des fenêtres par-dessus l'éditeur de Quick Report. Donc on a choisi d'intégrer les fenêtres de messages directement dans le formulaire. Et au besoin, ces fenêtres de messages viennent s'afficher. Alors, vous allez me dire, c'est toujours la même chose. Oui, c'est un sous-formulaire. C'est toujours pareil. Hein. Et sous-formulaire qui est piloté avec un objet. Et l'objet est modifié, le formulaire s'affiche. Il affiche éventuellement la case à cocher, ne plus demander. Il affiche ou pas les boutons. C'est un seul sous-formulaire qui gère tout ça. Hein. Et ça, c'est bien, parce qu'en plus, je ne sais pas si... admettons que je demande ici supprimer cette ligne de rupture. Ça, voilà. Et ça permet de ne pas avoir des fenêtres qui s'empilent. Hein. Surtout que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet éditeur-là, c'est un truc qui est déjà... qu'on peut pas... C'est une modal dialogue. Hein. Donc, remettre un dialogue modal par-dessus un dialogue modal et tout ça, on va toujours avoir des ennuis. Donc voilà, c'est... Et de la même façon, vous allez encore dire que je fais toujours la même chose. Et bien, ça, c'est un sous-formulaire, évidemment, hein, qui fonctionne de la même façon. Je ferme cette base pour vous montrer un petit peu ce que je vais vous trouver, ce que vous allez trouver dans la base exemple que vous allez récupérer sur... faut la récupérer sur la FTP. Hein. Je suis toujours à la bourre, elle n'était pas sur la clé, je suis désolé.
Donc, vous avez les fameux contrôles ici, et puis vous avez ici un petit formulaire qui vous permet de voir comment ça utilise. Vous voyez, ce type de contrôle ici, il a été défini comme étant additif, hein, c'est-à-dire qu'on peut additionner les différentes valeurs. Par contre, ici, il est exclusif. Ici, c'est un petit widget sympa. Je prends toujours le rouge pour 5 minutes pour les couleurs. Donc ici, là, il faut. Voilà, et puis suivant que c'est du texte, et ben, la couleur automatique, ce sera du noir, alors que si c'est un background, la couleur automatique, ce sera du blanc. Voilà. Et si jamais on voulait effectivement ici... voilà, donc vous avez le code derrière pour utiliser ça. De la même façon pour celui-là, et quand je vous dis qu'il ne faut pas hésiter à utiliser les caractères Unicode, voilà, un menu qui est dessiné avec des caractères Unicode, ce qui permet effectivement d'avoir un rendu sans avoir d'image et sans être... hein. Vous en avez un autre qui est aussi utilisé dans le Quick Report que j'appelle le Pass Speaker. C'est un petit formulaire qui est là, un petit sous-formulaire qui est là, et qui propose, donc toute la partie en bas c'est le HDI, c'est les options. Mais par exemple ici, donc, le type c'est fichier, donc je peux prendre un dossier, je ne peux pas le glisser là-dessus, ça ne marche pas. Par contre, si... hop, ça ne marche pas non plus. Mais j'ai un bouton pour aller sélectionner mon fichier. Voilà, je vais prendre mon fichier ici. Hop, et vous savez, les passes, c'est toujours très difficile à afficher. Donc, vous avez ici le pass qui est affiché correctement. Mais vous pouvez aussi ne pas avoir de bouton. Vous pouvez ne pas avoir l'option Show and Disk ou Copy Pass. Donc, votre menu est différent. Et puis ici, si vous sélectionnez un dossier, il l'ouvre. Mais vous pouvez très bien ne pas avoir cette option Open Item. Et à ce moment-là, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Ça n'ouvrira rien. Je vais le changer, je vais le mettre en dossier, je vais voir si ça marche mieux, je vais rajouter le Browse Button, et là, si tout va bien, non, ça c'est, j'ai un problème avec cette version, ça marche très bien, on peut faire un glisser-déposer, soit d'un fichier, soit d'un dossier, suivant le type, directement dessus. Voilà, vous allez trouver ça, et puis vous allez trouver dans la dernière minute qui me reste, un petit formulaire que j'ai fait en insérant une zone de Quick Report dans un formulaire, et voilà, donc par défaut, ça c'est les informations que vous avez ici, mais vous pouvez très bien utiliser une barre de menu, ici, une barre de menu, et puis ici, voilà. C'est pour mimer l'ancienne zone de Quick Report, hein, si jamais vous avez vraiment envie de cette interface. On va même éventuellement un petit peu plus loin. Je n'ai pas encore changé les icônes, hein, mais donc vous avez la possibilité, d'avoir les icônes tout à fait fonctionnelles. Et donc ça vous montre comment vous pouvez piloter par le code 4D, puisque vous avez ici le petit formulaire ici qui va bien, avec les menus style, menu cell, menu colonne, et comment vous pouvez piloter votre zone pour faire vos propres menus et faire votre propre interface de Quick Report adaptée à vos besoins. Voilà, donc je retourne vite sur le comment ça marche, mais c'est fait. Questions et réponses. Moi, ma question, c'était sur la concaténation. Oui. Alors, je vrai que ça arrivait en cours. Dans l'ancien, en fait, on pouvait, si on avait 3 lignes d'adresse, en fait, si on les concaténait pour qu'elles soient l'une sous l'autre, ouais. Et ce qui faisait que derrière, quand il n'y avait qu'une adresse, ça remontait tout pour pas qu'il y ait les espaces. Ouais, ouais. Ça le fait toujours, ça? Je sais pas, je n'ai pas essayé. Mais ça doit le faire. Mais si ça ne le fait pas, c'est un bug et ce sera corrigé. Voilà. Je n'ai pas pu avoir tous les cas de figure de vos histoires. D'accord. Donc, mais si ça doit être fait, ce sera fait. Voilà. Les clients, ils aiment bien, ça évite de
Oui, oui, bien sûr. Oui. Oui. Oui, oui. Moi aussi, j'aime bien. Dans les précédentes versions, il y avait aussi la possibilité d'insérer au milieu de la concaténation des formules, de l'appel de commande 4D. Des appels de commande de 4D. Ouais. Oui, oui, oui. Stop. Mais bon, on va quand même répondre aux questions. Il est possible d'insérer du code, oui. Enfin voilà, ça reste à tester, mais ça a été prévu. Et encore une petite question. Oui, on nous a dit que quand on demandait un état, un report, on devait le faire dans un process particulier. Est-ce que ça reste vrai? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour demander un état dans le langage? Vous avez une commande qui s'appelle QR état. Oui, ouais, d'accord. Voilà. Et suivant les paramètres, il faut aller voir la documentation. Suivant les paramètres que vous passez, soit ça exécute directement un état préenregistré, soit ça affiche l'éditeur d'état. Mais vous pouvez appeler ça dans n'importe quel process, aucun problème. Parce que la question subsidiaire, c'était les états, ils vont, si vous le faites une destination sur les fichiers, ils vont l'écrire en UHT, en UTF-8. En UTF-8, ben alors là... ça m'ennuie un peu. Est-ce qu'on peut changer le codage? Oui, alors, vous pouvez changer l'encodage si je me souviens bien, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça, mais en utilisant les tables de correspondance de 4D, vous faites un... Utiliser filtre? Utiliser filtre, des choses comme ça, oui. Ouais, moi, jusqu'à voilà. présent, Avant d'appeler le Quick Report, vous faites un utiliser filtre. Et ça ne marchait pas. Ça marche pas? Non, ça ne marchait pas. Bon, bah écoutez, il faut le signaler, ça, ce genre de choses. Ok. Il faut le signaler. Et puis si éventuellement on peut rajouter une option effectivement sur le type d'export, oui. Non. Alors c'est-à-dire qu'en fait vous utilisez le Quick Report parce que c'est plus facile et plus sympa à utiliser que l'export de données, le dialogue d'export de données. C'est ce que vous dites, c'est parce pour les que utilisateurs. Les utilisateurs sur Mac, quand ils exportent en UTF-8 et qu'ils reprennent ça dans Word, voilà. Oui, c'est sûr, c'est difficile. Bon, dans l'avenir du Quick Report, il y a les graphes, il y aura, c'est déjà programmé, directement des exports dans des documents 4D Write Pro, sous forme de tableau. Enfin bon, on va essayer de faire beaucoup de choses qui facilitent la vie de vos utilisateurs. Voilà. C'est fini.